Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur notre nouveau concept, le Café Minute, un temps d'échange relativement bref autour de sujets d'actualité métier qui vous concernent. Alors aujourd'hui, notre Café Minute est dédié à la construction modulaire et hors site. Je suis en compagnie de Éric Orange, président du syndicat des acteurs de la construction industrialisée et modulaire, qui va répondre à mes questions. Bonjour Éric, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour à tous. Alors, ce café minute va se dérouler sous forme d'interview, de questions-réponses. Donc, mesdames, messieurs les participants, vous pouvez aussi poser des questions via le chat qui est à droite de votre écran. Et à la fin de cette interview, je prendrai quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre. Alors, première question, Éric. Le modulaire pâtit encore aujourd'hui de nombreuses idées reçues. Mauvaise isolation, bas de gamme, non durable. Mais en parallèle, il est plébiscité pour répondre notamment à de nouveaux enjeux d'espace. Comment l'expliquez-vous? Donc c'est effectivement une question d'image, on pourrait en rajouter, c'est industrialisé, c'est préfabriqué, c'est standardisé. Donc c'est des choses qu'on a du mal à tolérer dans la construction aujourd'hui. Donc il y a une image dans le sac à dos qui est quand même pas très favorable, alors que les concepts industrialisés, préfabriqués ou standardisés, on les accepte dans d'autres secteurs, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'alimentaire et dans l'ameublement. Et une de mes provocations favorites, c'est de dire qu'on veut un geste architectural pour son bâtiment, son bureau, son habitation. Et on finit toujours par le décorer avec des produits industrialisés et standardisés d'une grande ancienne suédoise qui commence par I et qui finit par A. Donc ce qu'on tolère dans un secteur, on le tolère beaucoup moins dans l'autre, et donc c'est toujours un peu difficile à accepter pour nous. Alors effectivement, tout ce qui est mauvaise isolation, bas de gamme, non durable, etc., ça fait bien longtemps que ça n'existe plus, puisque depuis de nombreuses années maintenant, et avec la RT 2012, on respecte tous dans la filière les réglementations thermiques, acoustiques, etc., qui sont requises par le marché. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire, il y a un match nul avec une construction traditionnelle, puisque tous les fondamentaux sont remplis. Il reste évidemment le facteur culturel dont on vient de parler. Alors effectivement, sur les espaces, c'est une excellente question. En fait, on voit, nous, au syndical, la construction industrialisée et modulaire, ou hors site, mais on pourra revenir sur les différences, comme une espèce de couteau suisse de la construction. C'est-à-dire qu'on essaye de répondre à tous les besoins, que ce soit en termes de durée, donc on peut avoir des durées très variables, en location sur un mois, sur un an, en vente sur des durées plus longues, et on peut évidemment moduler les espaces, rajouter, retrancher, compléter, déplacer tous les bâtiments qu'on produit. Donc, vu d'ici, c'est un peu théorique, mais on se rend compte à la pratique que c'est réellement faisable. Et après, dans les espaces, c'est également adapté à tous les usages. Donc, on peut faire du tertiaire ou du scolaire ou de l'hébergement. Donc, ça, sans problème. Donc, on a, j'allais dire, une réponse universelle à toutes les questions d'espace qui se posent chez les maîtres d'ouvrage publics ou privés pour des durées variables en fonction des besoins. Voilà, donc j'allais dire, on essaye de compenser une partie des handicaps d'image par une facilité d'usage qui s'adapte aux besoins d'espaces variables aujourd'hui. D'accord. Et en quoi ce procédé améliore-t-il concrètement l'écosystème du chantier? Alors ça, j'allais dire, c'est un bénéfice collatéral de la préfabrication liée à l'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un processus d'entreprise générale dans l'usine où on fait un maximum de choses à l'abri dans l'usine et on livre, j'allais dire, au dernier moment, les modules les plus préfabriqués, les plus préparés possibles. Et donc aujourd'hui, un camion amène un module préfabriqué à 70-80% sur un chantier en une seule fois. Et on a une phase chantier qui est donc très réduite, puisqu'une fois que les fondations sont faites, généralement en 15 jours, le clos couvert est réglé. Ça dépend de la taille du bâtiment, évidemment. Et après, tout ce qui est nuisance de bruit, de poussière, de trafic est largement réduit. Et donc, pour les riverains ou pour même les compagnons, le travail sur chantier est beaucoup plus agréable. En termes de bilan carbone, évidemment, quand on transporte une fois quelque chose, c'est mieux que de transporter la même chose en 100 sous-composants. Donc, j'allais dire, la chaîne logistique est évidemment plus favorable
dans le cas d'une construction hors site, donc en dehors du site d'assemblage, puisque tous les éléments sont livrés dans une usine, ce qui peut être un gros mot, mais en fait, ça l'est pas. Et donc après, la phase chantier largement réduite. Alors, ces bénéfices-là, ils se voient d'autant mieux sur des applications spécifiques, notamment dans l'hospitalier, quand vous n'avez pas envie de déranger les patients au sein d'un hôpital, pas besoin de faire de la poussière ni des vibrations, vous avez un mode assez fluide et assez furtif d'installation de chambres d'hôpital ou de bureaux dans des lieux contraints. Et donc ça, j'allais dire, c'est dans un hôpital qu'on prend peut-être le mieux la mesure de l'efficacité d'un chantier hors site. Donc ça, c'est des applications qui se font progressivement, puisqu'on fait des locaux de consultation. En France, il n'y a pas encore d'hôpitaux réellement modulaires qui a été construit. On a vu l'image de ce qui s'est fait en Chine au moment du Covid avec un hôpital qui a été monté très rapidement. Donc j'allais dire, ces aspects de rapidité et de temps masqué entre une production en usine et un assemblage sur le chantier fait qu'on réduit nos temps de chantier. Voilà. Bénéfices collatéraux également, c'est tout ce qui est sur la qualité, puisqu'en fait, une grande partie des opérations est faite à l'abri, hors d'eau, hors d'air, donc on a une meilleure maîtrise des processus et puis des conditions de travail plus accessibles pour les compagnons. D'accord. Alors, vous affirmiez récemment dans une interview accordée au magazine Le Moniteur qu'aujourd'hui, la capacité de production est limitée et que l'appareil industriel n'est pas adapté pour une forte demande. Qu'entendez-vous par là et quelles sont les conséquences de cette pénurie? Alors, la question a plein de facettes. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'ensemble des adhérents Éric, je crois qu'on ne vous entend plus. du syndicat, modulaire, on est encore très artisanaux. Donc en fait, nos champions sont de belles ETI, mais ce ne sont pas des majors. Donc j'allais dire, l'aspect effet d'échelle ou économie liée à la masse ou à la taille de l'entreprise n'y est pas encore. Il y a une capacité évidemment d'investissement qui va avec, et aucun d'entre nous ne dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires, et pour cause, tous ensemble, on l'atteint à peine. Donc là, on est dans une filière en voie d'industrialisation, en voie de massification. Et donc, on a lancé une étude avec Romain Rivaton sur la construction hors site en France, donc ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, et le livre blanc qu'on a produit et qu'on a remis au ministre de Normandie à l'époque, à Batimat, qui était encore ministre du Logement, ça s'appelait « Réindustrialisons la France par la construction ». Donc la proposition qui était, c'est de pouvoir investir grâce éventuellement à de la commande publique sur des marchés ciblés, sur des projets d'ampleur nationale qui permettraient de créer des usines de taille significative qui permettraient vraiment d'avoir des économies d'échelle. Donc là, j'ai encore lu hier dans les cahiers techniques du bâtiment, l'évaluation qui est faite, c'est en dessous de 100 modules ou de 150 modules, on n'attend pas de taille critique qui permet de commencer à générer des économies d'échelle. Donc là, il y a un effort à faire conjoint collectif sur le sujet. Donc la prise de conscience, elle est en train de se faire. Actuellement, il y a un projet, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par les préfectures d'Île-de-France. Ils ont identifié environ 45 sites en Île-de-France avec une demande très claire de logements industrialisés et modulaires pour de l'urgence, soit sous forme d'hébergement, soit sous forme de logement, avec une spécificité, j'allais dire, qui fait partie de l'ADN de la filière, c'est d'avoir des logements déplaçables. Donc c'est un logement qui va être mis sur un premier terrain pour 5, 6, 7 ans, puis déplacé et installé sur un deuxième logement pour 5, 6, 7 ans, et déplacé encore une fois. Donc on a déjà prévu 3 vies dans ce bâtiment. Et j'allais dire, la déplaçabilité, la démontabilité du bâtiment sera d'autant plus facile que le produit a été pensé pour et industrialisé pour. Donc quand on voit 45 sites à 150 logements, ça commence à faire des notions significatives qui permettent de se dire, bon, s'il y a une commande publique sur ce genre de choses, des opérateurs pourraient être tentés d'investir pour répondre massivement à ce genre d'appel d'offres. Donc là, on a vu par exemple en Angleterre, c'est un exemple qu'on aime bien citer, le ministère de l'Éducation nationale qui a lancé un programme sur des écoles industrialisées et modulaires, donc pas préfabriquées, et il y a eu 4 milliards de livres qui ont été mis dans ce programme, et ça a poussé
des investisseurs à construire des usines de taille supérieure à la taille qu'on a aujourd'hui, et ça permet donc de structurer une filière. Ce sujet-là, on peut l'aborder donc soit par l'éducation, soit par le logement. Donc, l'hébergement d'urgence ou le logement d'urgence, j'allais dire, ça fait partie des sujets un peu compliqués, parce que quand il s'agit de mettre sur une commune 150 migrants, ça plaît à personne. Maintenant, il faut qu'on arrive par des actions comme celle-là à montrer qu'on est capable d'avoir des économies d'échelle, à la fois sur l'industrialisation et avoir des gains liés à ça. Et puis, ce qui est très intelligent dans cet appel d'offres de la préfecture, c'est de prendre en compte le caractère réutilisable de la solution, donc qui rappelle l'économie circulaire et qui se dit on construit un bâtiment une fois pour 3 usages successifs similaires. Donc là, on ne va pas faire une conversion logement-bureau, mais on va pouvoir réduire le bilan carbone de l'opération, on le divise par 3, puisqu'on utilise la ressource une fois pour 3 utilisations. Et on a, j'allais dire, une durée d'utilisation globale de 20 ans, avec une durabilité qui est parfaitement accessible aujourd'hui à tous les acteurs de la filière. Et donc là, on a vraiment un début de structuration du marché par de la commande publique. Donc, moi, on identifie d'autres marchés. La rénovation des lycées d'Île-de-France, il y a un programme de 5 milliards d'euros d'investissement là-dessus. Là aussi, il y a des opérations à faire, soit sur des lycées déplaçables dans les opérations à tiroir qui permettent de déplacer un lycée tous les 3 ans d'un chantier à l'autre, soit de construire des bâtiments pour le coup définitif. Donc là, on a des acteurs dans la filière qui sont capables de livrer un lycée, Cugnot pour ne pas les citer, de 5000 m² en moins de 6 mois. Donc là, on répond aussi à une urgence et à une vitesse d'exécution supérieure à ce qu'on a dans la filière traditionnelle. Donc aujourd'hui, oui, on est sous-équipé en France en termes d'équipement industriel pour la filière. Maintenant, s'il y a de la commande publique qui structure le marché, ça va pouvoir inspirer tout le monde et on va pouvoir tous investir les uns et les autres avec nos moyens respectifs pour remplir les défis. D'accord, très bien. Alors, revenons à la crise sanitaire, qui malheureusement est d'actualité depuis un certain nombre de mois maintenant. Elle a vu bon nombre de chantiers s'arrêter durant le confinement. Pensez-vous que le hors-site peut ou va devenir une solution privilégiée ou en tout cas plus généralement envisagée, on va dire? Alors, je pense qu'effectivement, ce genre de crise fait partie de la prise de conscience générale. Donc là, il y a des effets chocs qui sont ce fameux hôpital qu'Algeco a construit en Chine en l'espace d'une semaine. Alors, sans vouloir trahir de secret, il y avait quelques modules qui étaient prêts d'avance probablement par l'armée chinoise, donc il y avait un peu de stock et de profondeur qui a permis de réagir aussi vite, parce qu'on ne peut pas, même si on est chinois, tout faire aussi vite que ça. Donc j'allais dire, ça participe à la prise de conscience, ça c'est clair. Après, c'est vrai que nous, industriels, on a rongé notre frein quand on a vu que tout s'est arrêté parce que les chantiers se sont arrêtés. Et donc, en fait, l'appareil industriel a été stoppé du jour au lendemain. Maintenant, certains d'entre nous ont continué à produire en attendant la livraison sur les chantiers. Et ça a permis de redémarrer plus vite. Maintenant, en Allemagne, par exemple, les chantiers ne se sont pas arrêtés pendant la crise et l'activité en général sur la construction et en particulier sur la construction hors site et modulaire, s'est pas arrêté du tout. Voilà. Donc après, évidemment, le modèle de construction en usine avec des processus et donc des protocoles maîtrisés permet, sans surprise, de gérer ce genre de crise. Et j'allais dire, on s'est adapté plus rapidement dans les usines aux mesures sanitaires qu'on a pu le faire sur les chantiers. Alors, il y a un effet collatéral intéressant pour nous, syndicats, c'est qu'à la faveur de cette crise, là aussi, il y a une réflexion qui a été menée par certains majors et qui se sont rendus compte que en augmentant la surface des bases vies de chantier, on améliorait les conditions de vie des compagnons, première chose, qui ont limité les risques de contamination, non seulement pour le Covid, mais aussi pour toutes les maladies, j'allais dire, contagieuses, que ce soit la gastro ou autre. Et en fait, le coût marginal de l'allocation d'un mètre carré supplémentaire de base vie par rapport à l'absentéisme que ça provoque en cas de problème, fait que on sent une tendance là qui est à l'augmentation de la surface de vie pour les compagnons. Alors, cette crise, évidemment, elle va poser d'autres problèmes pour la construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quid des surfaces tertiaires? C'est-à-dire le télétravail aidant, est-ce qu'on va encore investir dans la surface de bureau? Donc ça, c'est une vraie question. Nous, on pense qu'on va pouvoir probablement investir dans la surface de bureau sous forme d'espace de coworking peut-être plus proche des habitations,
avec des dimensions qui seront probablement plus modestes, donc pas des plateaux de 15 000 ou 20 000 mètres carrés de bureaux, mais plutôt des petites unités en périphérie ou dans des zones à moindre tension, avec du coworking multi-entreprises disséminées sur le territoire. Alors, pour conclure, j'ai l'impression que vous voyez l'avenir du futur de la construction hors site plutôt prometteur. Voilà, effectivement, on est très optimiste parce que 1 milliard sur 130 milliards, on se dit qu'on ne peut que progresser. Ça, c'est déjà sur le paysage franco-français. Après, quand on prend ce qui se passe pas très loin, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, la culture est quand même plus orientée sur, j'allais dire, l'industrialisé et le modulaire, et on voit des parts de marché supérieures. Donc, on se dit que ça fait quand même un deuxième indicateur qui permet de se dire que la perspective est florissante. Voilà. Après, les business models vont changer probablement aussi, et on va passer de la propriété à l'usage probablement pour les bureaux, pour l'habitation ou autre. Et donc, l'aspect location va probablement aussi prendre le pas sur une partie du parc. Donc là, il y a un concept anglais qui nous plaît bien, qui est le build to rent, où en fait, on construit pour louer, on ne construit pas pour posséder. Et ce modèle de build to rent s'accommode assez bien des contraintes, j'allais dire, et des avantages de la construction industrialisée modulaire ou hors site. Une des contraintes, c'est qu'il faut un design freeze, donc un stop de conception à un moment donné où on ne peut plus changer la taille des modules et ce genre de choses. Et aujourd'hui, un investisseur est capable de dire j'arrête mon plan à ce moment-là et je ne fais plus de changement. Donc ça, c'est déjà important pour l'investisseur. Et puis l'investisseur qui va louer, plus rapidement il dispose de son bâtiment, que ce soit du logement ou du bureau, le plus vite il encaisse des loyers et le moins longtemps il a du capital dehors. Donc la combinaison de ces facteurs-là fait que on pense assez fortement que dans les 3, 4, 5 ans, 10 ans, il va y avoir une tendance sur ce marché-là de l'investisseur qui cherche à louer uniquement et qui achète donc des solutions rapides, pérennes, selon les cas éventuellement démontables et replaçables ailleurs, donc sur un business model qui est, j'allais dire, multivie. Voilà, donc tout ça, c'est des avantages que l'on voit aujourd'hui sur notre filière par rapport à une construction, j'allais dire, plus traditionnelle, avec du béton que, malheureusement, une fois que c'est posé, si on veut l'enlever, il faut le casser. Donc, il y a un aspect réutilisation qui est fondamental. Et alors, pour finir sur cet avenir brillant, pendant très longtemps, la construction industrialisée et modulaire était persona non grata au CSTB. Et puis, depuis 1 an ou 2, on travaille avec le CSTB maintenant sur une certification de la filière. Et quand le CSTB s'intéresse à quelque chose, c'est qu'il y voit un intérêt technique, innovation, performance. Et donc là, on s'est mis dans l'idée de faire une certification qui inclut le démontage du bâtiment et donc la deuxième vie du bâtiment. Et ça, j'allais dire, c'est dans l'ADN des acteurs de la construction industrielle et modulaire, ça fait partie de la vie parce qu'une base vie d'Algeco, elle est montée et remontée 25 fois et elle a 25 vies et ça fait partie de l'usage. Et donc, ces tendances-là sur la location, le démontage, la réutilisation nous fait croire qu'on a un avenir, j'allais dire, alternatif à la construction traditionnelle. Voilà. Et puis encore une fois, 1 milliard sur 130, si on double ou on triple ou on quadruple dans les 5 prochaines années, ça ne dérangera personne et ça aurait fait gagner beaucoup d'argent à plein de gens. Très bien. Bon, merci de nous avoir accordé cette interview. Je vais voir, il y a visiblement de très 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 nombreuses questions. Donc j'ai une collaboratrice qui m'a aidé à faire une petite synthèse. Donc je suis désolée pour les participants. Je vous remercie de toutes vos questions, mais malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas toutes les traiter. En revanche, ce que nous ferons, c'est que nous vous diffuserons après le webinaire toutes ces questions avec les réponses que nous apporterons. Alors, j'ai une première question. Suite au premier point évoqué, il y a une question sur la dimension maximum en hauteur d'un bâtiment modulaire. Alors, ça dépend, ça dépasse, comme dirait Thierry Lhermitte. Alors, en France, pardon.
Non, allez-y, allez-y. En France aujourd'hui, que ça soit en bois ou en métal, on va rarement en dessous du R+8. Maintenant, pour ceux qui sont déjà allés à Wembley à Londres, vous avez une résidence étudiante qui fait du R+25. Et puis donc quand vous allez en Australie ou aux États-Unis, vous avez en Australie de mémoire c'est 44 étages. Donc j'allais dire c'est du no limite. Alors il y a évidemment quelques petits trucs là-dessus, c'est que la résidence étudiante à Londres de 25 étages, elle a une colonne centrale en béton qui reprend les escaliers et les ascenseurs et qui permet de donner une colonne vertébrale à l'ensemble. Maintenant, les 25 étages de modules métalliques qui sont assemblés autour de cette colonne centrale en béton, ils ressemblent à ce qu'on est capable de faire en France. Et après, la statique, c'est une question de calcul et de sécurité. Mais j'allais dire physiquement, il n'y a pas de limite aujourd'hui à la montée en hauteur dans la construction modulaire, que ça soit en bois ou en métal. Très bien. Alors, une deuxième question, on a effectivement beaucoup parlé de réutilisation, plusieurs vies, donc on est dans des notions très de développement durable, on va dire, et du coup une question autour du bilan carbone. Est-ce qu'il existe des calculs, des statistiques, du bilan carbone de ce type de construction par rapport à des constructions plus traditionnelles? Alors effectivement, avec le syndicat, on a lancé avec Tribu Énergie, donc il y a un bureau d'études de la place renommé sur la question. On a fait une préétude sur le bilan carbone d'un élément de façade d'une construction modulaire bois ou métallique comparé à un élément de façade béton traditionnel, et on arrive à un poids carbone à peu près 2 fois inférieur. Alors après, dans les calculs des moteurs, enfin dans les moteurs de calcul de la RE 2020 et du bilan carbone, la FDES, donc c'est un peu technique, mais la fiche de données de sécurité des différents éléments rentre en ligne de compte. Et donc là, j'allais dire, l'optimisation par l'utilisation des bons éléments permet d'optimiser encore dans la filière le bilan carbone des modules. Donc ce bilan carbone, il ne tient compte aujourd'hui que de la première utilisation du module. Il ne tient pas compte des vies ultérieures. Donc là, on a une action auprès du ministère pour essayer de faire comprendre qu'un bâtiment qui a 2 vies et qui ne consomme qu'une fois de la ressource, on doit pouvoir valoriser ça en termes de bilan carbone. Donc là, il y a un travail d'intégration, j'allais dire, des nombreuses vies du bâtiment sur cet aspect-là. Alors, on a fait un deuxième calcul sur une combinaison de 4 modules et on arrive à un niveau C1 de la future réglementation RE 2020, enfin, de l'expérimentation E3, enfin E plus C-, on arrive à un niveau carbone 1 pour peu qu'on ait à peu près travaillé les fiches de données d'environnement et de sécurité des modules que l'on compose. Voilà, donc là, on est serein par rapport au bilan carbone et on est serein également par rapport à la RE 2020 sur lesquels on va pouvoir répondre sans problème. D'accord. Alors, autre question, connaissons-nous, connaissez-vous, avons-nous des indicateurs aussi sur ce point-là, sur l'écart entre le coût d'une construction traditionnelle et une construction modulaire hors site? Alors là encore, ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que ça dépend du niveau de prestation qu'on veut avoir. Évidemment, le coût au mètre carré d'une base vide chantier, c'est acceptable par personne autrement que pour une base vide chantier. J'allais dire, dans le tertiaire, on arrive à s'aligner sur des coûts traditionnels. Donc, on arrive à sortir du bâtiment RT 2012 entre 1 1200 1 1300 euros du mètre carré sans problème. Ça dépend évidemment de la taille du bâtiment, d'un certain nombre de choses comme ça. Mais j'allais dire, on est comparable. On est comparable en termes de coûts. Le gain se fait essentiellement sur la vitesse d'exécution. Donc un projet, on arrive à livrer un lycée entre 6 et 9 mois pour 5000 m², là où en traditionnel, on le livre en 3 ans. Donc, j'allais dire, les coûts cachés qu'on prend rarement en compte dedans sont difficiles à intégrer. Il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte qui est un peu tabou, c'est qu'en fait, la plupart des bâtiments hors site n'ont pas de défaut ou n'induisent pas de TS ou de retard. Et donc aujourd'hui, quand on compare les coûts, on compare toujours le prix de l'offre, on ne prend jamais le prix réalisé. Et quand on se rend compte qu'un bâtiment prend du retard ou qu'il y a des TS, le coût réel du bâtiment est largement supérieur, notamment parce qu'il y a de la malfaçon ou autre sur le chantier, alors que sur une construction industrialisée ou modulaire,
j'allais dire, les coûts calculés sont les coûts livrés et il n'y a pas de discussion sur le sujet. Donc, en prix facial, j'allais dire, on est à peu près équivalent. Et puis après, en coût réel, fin d'opération, personne ne le dit, mais on est quand même mieux placé puisqu'on a quand même globalement moins de malfaçons et moins de retard liés à des intempéries ou autres. D'accord. Du coup, on a parlé des différentes vies, etc. Et il y a un élément qui n'est pas directement lié au coût, mais il y a une question qui me paraît intéressante, qui est quelle est la durée de vie d'un module et peut-être du coup, donc si on prend toutes ces vies dont vous avez parlé, peut-être comparativement à une construction traditionnelle. Alors, en fait, la durée de vie, elle dépend essentiellement de l'entretien. Et si on entretient un bâtiment correctement, il a une durée de vie éternelle. Il y a un exemple de construction métallique modulaire sur le Champ de Mars à Paris qui s'appelle la Tour Eiffel, qui date de 1889 et qui est encore debout parce qu'on lui met des kilos de peinture tous les jours. Donc, j'allais dire, encore une fois, ça dépend de l'entretien qu'on y accorde. Aujourd'hui, dans ma société qui est d'origine allemande, les premiers modules qui ont été faits en 67, certains sont encore en place et toujours debout, avec une façade de protection et une peinture qui va bien. La durée de vie du bâtiment est, j'allais dire, éternelle à l'échelle d'une vie d'homme. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Alors après, il faudrait, mis à part l'architecture haussmannienne, savoir quelle est la durée de vie d'un bâtiment en béton qui, généralement, est démonté au bout de 10, 15, 20 ans parce que soit il a de l'amiante, soit il ne répond plus aux besoins. Et donc, la durée de vie de construction traditionnelle fantasmée qui dure 100 ou 150 ans, dans certains cas, c'est démonté avant. Donc, voilà. Partant de là, tous nos adhérents sont sous assurance décennale. Donc, s'il y a une angoisse par rapport à celle-là, il ne faut pas l'avoir. On remplit là aussi les obligations légales et assurantielles sur le marché. Donc, la durabilité, il n'y a pas de souci à avoir. D'accord. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Alors, vous avez cité quelques projets. Avez-vous peut-être à partager avec nos participants quelques projets vraiment emblématiques? Ça fait partie d'une des questions, et peut-être plus particulièrement en France. Alors, oui, il y a des projets emblématiques. Donc, ce qui me vient à l'idée, alors c'est pas de la pub, hein, mais sur l'aspect chantier et sur l'aspect adaptation à l'environnement, vous avez le bâtiment qui a été construit par Ossabois en montagne dans une station de ski, où en fait on a pu monter la résidence l'espace d'un été, puisque tout avait été préfabriqué et industrialisé. Et donc, au lieu d'avoir 3 étés de suite de construction et 3 hivers de non-construction, on a pu monter la résidence en un seul été. Donc là, on comprend bien que le travail fait en amont, la préfabrication, permet d'accélérer tellement le chantier qu'on rend une opération faisable dans un délai tellement court qu'elle n'était même pas imaginable au départ. Donc, ça, pour moi, ça fait partie des bonnes idées. Il y a eu un truc emblématique, un bâtiment emblématique qui illustre bien la réutilisation et l'aspect furtif, ou en tout cas intelligent de la construction. C'est le bâtiment qui a été posé par Cugnot dans la cour du Sénat. Donc c'est un bâtiment qui est là, qui offre 100 ou 150 bureaux pour les sénateurs pendant la réfection des bureaux du Sénat. Le bâtiment ne dérange personne, il est dans la cour du Sénat, il offre un niveau de confort inégalé. Et aujourd'hui, le plus gros risque que le Sénat voit, c'est que les sénateurs ne voudront pas retourner dans leur bureau traditionnel et préféreront rester dans leur bureau modulaire et industrialisé, climatisé et finalement cosy. Et ce bâtiment-là, en fait, en fin d'opération, il va être extrait de la cour centrale du Sénat et il va être revendu, réutilisé. Donc, il va avoir une deuxième vie. Donc, en termes de bilan carbone, on est vraiment très bien mis. Voilà. Donc ça, j'allais dire des exemples, on en a plein la banette, comme dirait l'autre, mais ça, c'est 2 exemples qui montrent bien que l'agilité de ce genre de construction, que ça soit du métal ou du bois, permet vraiment de s'adapter à toutes les situations. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Eric pour votre participation. Merci à tous nos auditeurs durant cette interview. Et donc nous vous ferons parvenir, il y avait beaucoup de questions et donc je m'excuse, nous avons dû faire une sélection, mais nous allons vous faire parvenir toutes les questions qui ont été posées et les réponses par voie traditionnelle, j'ai envie de dire, d'email, très prochainement.
Donc, merci à tous et puis à très bientôt sur le prochain Café Minute. Merci Eric, à bientôt. À bientôt, merci.